Cette semaine, dans l'actualité de la semaine, nous allons parler du Play Store et il y a quelques nouveautés au programme. Alors le mois de septembre a été assez chargé du point de vue Google Play. Google en fait a fait 3 modifications majeures et plutôt en faveur de l'utilisateur. Alors on va commencer par le plus ancien qui a été annoncé au début du mois, qui a été assez intéressant puisque la période d'essai des applications payantes est passée de 15 minutes à 2 heures. C'est pas mal du tout, c'est un retour en arrière il y a 3 ans où en fait on pouvait essayer les applications plus longtemps, voire même 24 heures avant. Je crois qu'on pouvait renoncer à l'application ou se faire rembourser l'application 24 heures auparavant. C'était pas mal. Hein. Donc ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, bon maintenant c'est 2 heures, c'est quand même mieux que 15 minutes. On a le temps d'essayer les jeux. Voilà, on a le temps d'essayer les jeux et puis de se faire rembourser si jamais ça tourne pas, ça plante ou c'est nul. Deuxième nouveauté majeure, moins majeure pour le coup, qui concerne l'obligation pour les développeurs d'applications freemium d'afficher le prix des achats in-app. Alors en fait, depuis fin juillet, il était obligatoire sur ces applications, ne sont plus gratuites, elles sont maintenant, il y a marqué juste installé sur le bouton. Maintenant, en dessous, un peu planqué dans la fiche, il y a marqué le prix de l'achat in-app, qui correspond en fait à une fourchette de prix, qui va généralement, par exemple, sur un cas Just Dance, de 4,95 à 90 € pour les plus gros consommateurs d'achat in-app. Voilà, c'est pas Donc très bien. Maintenant, on sait ce qu'on achète. Maintenant, on sait ce qu'on achète, même si c'est pas très bien foutu. C'est planqué au fond de la fiche Google Play, que ce soit sur l'application mobile ou sur la version web. Il faut aller le chercher. C'est juste une fourchette, donc on ne sait pas exactement combien il y a d'achats in-app, à quoi ça correspond. C'est marqué s'il y a un abonnement sur l'application, c'est aussi marqué le prix de cet abonnement est aussi marqué dessus. Tu penses à Spotify par exemple? Voilà, par exemple. Ou des magazines peut-être, ou des choses comme ça. Sur les magazines, sur des choses comme ça. Donc c'est quand même un peu plus clair qu'avant. Mais bon, Google le fait pas tant par souci de clarté que plutôt pour se conformer à la législation européenne et éviter des possibles sanctions de la part de l'Europe de ce point de vue-là. Dernier point, et le plus récent, qui remonte à il y a quelques jours, les développeurs d'applications mobiles payantes sont obligés de répondre aux mails des utilisateurs sous moins de 3 jours. Et ça, c'est la plus grosse nouveauté. S'il y a un problème, quel qu'il soit, le développeur doit répondre sous moins de 3 jours. Sinon, Google a une vaste menace, en tout cas, de supprimer cette application du Google Play, et le développeur ainsi est mis sous pression. Alors du côté des développeurs, justement, vous en pensez quoi de ces nouveautés ? C'est une mise en conformité par rapport au droit du commerce, tout simplement. C'est vrai que quand on va acheter un produit, on est en droit d'obtenir un remboursement si le produit n'est pas conforme à ce qu'on pensait, ou à la description. De la même façon, il y a l'obligation d'avoir un support, etc., etc. Donc bon, ça, à ce niveau-là... C'est proche que des produits physiques, en fait. C'est les mêmes lois que pour les produits physiques, et le Google Play ne fait qu'afficher les mêmes droits. Bon, en tout cas, ça va dans le bon sens, pour l'utilisateur. Pour l'utilisateur, après, pour le développeur, c'est plus contraignant, effectivement. Il y a plus de contraintes. En sachant aussi que cette dernière mise à jour a fait apparaître aussi sur toutes les applications l'adresse physique du développeur, ce qui doit embêter pas mal de petits développeurs, notamment parce que c'est leur adresse personnelle, quoi. C'est ça qui est un peu plus embêtant. Ou de gros qui sont planqués. Ou de gros qui sont planqués, effectivement, aussi. Effectivement, on voit tout. On voit Ubisoft à Montreuil, des choses comme ça. Enfin, c'est plutôt précis. Si on continue sur l'actu de la semaine, on a aussi du BlackBerry. Alors vous allez me dire, Androtech qui parle de BlackBerry, c'est pas logique. Mais pourtant, le dernier téléphone de BlackBerry, le Passport, a bien à voir avec Android. Tout à fait. Donc le Passport de BlackBerry tourne sous BlackBerry 10.3, mais il faut savoir que BlackBerry, le système d'exploitation, permet de faire tourner des applications Android, soit sous forme d'APK qu'on télécharge et qu'on installe directement sur BlackBerry OS. Mais sinon, on peut également passer par l'application Snap, qui permet, elle, d'avoir accès au Play Store directement. Donc on rentre son compte Google et on peut télécharger depuis BlackBerry OS toutes les applications Android. Alors pourquoi il s'appelle Passport? Parce que comme on le voit à l'image, il a plus ou moins la taille d'un passeport. Ça veut dire qu'il est extrêmement grand quand même. Ouais. Par contre, il fait à peu près 90 mm de large, donc c'est quand même plus large qu'un Galaxy Note 3 par exemple. Et l'écran... 90 mm? Oui, pardon.
Non, de largeur. De large, ça fait 9 cm. Oui, pardon, Voilà. pardon. Oui, ce que Moi, j'ai toujours pas mon permis, donc les créneaux, il reste 10 cm, je comprends rien. Voilà, illustration parfaite. Donc il est très large Ou en et pouces. l'écran est carré. L'écran fait donc 4,5 pouces en étant carré, avec une définition de 1440 par 1440 pixels, ce qui nous donne donc une jolie résolution de 450 pixels par point à peu près. Et il a un pouce. clavier apparemment sympathique. Ouais, donc le clavier, c'est un clavier AZERTY ou QWERTY physique, mais qui possède également une couche tactile qui permet de naviguer dans l'interface de BlackBerry en faisant des gestes tels sur un trackpad, donc descendre sur une page web, par exemple. Donc ça, c'est Donc plutôt ça, intelligent. voilà. Ils sont quand même bien améliorés. Ça, c'est assez sympa. Bon, je sais pas si ça va se vendre. Après, c'est vrai que le prix est assez élevé quand même, donc c'est 659 €, mais on a quand même les composants d'un téléphone haut de gamme fin 2014. C'est un Snapdragon 801, il y a 2 Go de RAM. La batterie, apparemment, donc fait 3500 mAh à peu près, et BlackBerry a pas mal misé sur l'optimisation logicielle, et on pourrait atteindre apparemment 2 jours d'autonomie en utilisation. 2 heures, c'est pas mal. Un Hein. petit peu soutenu quand même. Ok, c'est plutôt intéressant. En tout cas, le renouveau de BlackBerry, ça passe aussi par Android quand même. Hein. Voilà, c'est ça qu'on c'est retient ça. quand même de cette actu. Côté actu, il y a du nouveau également sur le Play Store, mais côté vente d'objets physiques, puisque les objets Nest qui étaient déjà dispo aux États-Unis sont arrivés chez nous. Et ça fait pas forcément plaisir à Netatmo, je crois. Netatmo, c'est le concurrent français qui fait aussi des thermostats. Et là, donc la news, c'est que le thermostat et les deux produits Nest sont disponibles en France via le Play Store, donc avec quelque part la machinerie Google pour vendre des produits. Donc on se rappelle, Nest était le rachat assez historique, puisque c'était cher, hein. 3,2 milliards De dollars, ouais. de dollars. On en avait traité la news déjà sur Androtech, et on avait dit ça fait un peu cher pour un thermostat. Alors c'est quoi? Il fait quoi ce thermostat? Qu'est-ce qu'il a Le d'intéressant? thermostat Nest, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement l'idée, c'est pas seulement d'avoir un thermostat, c'est un peu l'équivalent du Google Play Games ou de l'application iHealth sur iOS. L'idée, c'est d'avoir aussi un appareil qui va être le centre de la maison, et où les différents écosystèmes et où d'autres objets vont pouvoir communiquer et échanger leurs informations. Mais pour l'instant, c'est quand même très embryonnaire, on va dire. Et donc c'est un petit peu cher comme type de produit. C'est environ 200 € si je dis pas de bêtises. Et normalement, ça permet de faire des économies d'énergie. C'est aussi ça l'intérêt, même pour les non-technophiles. Voilà, l'idée à la base, c'est d'avoir un thermostat intelligent. On va pouvoir couper son chauffage quand on est à distance. On va pouvoir évidemment l'adapter en fonction de la température, et apprendre surtout, avec une espèce d'intelligence artificielle, apprendre de ses usages et savoir que juste avant de manger, on n'a pas besoin qu'il fasse chaud à la maison. On a plutôt tendance à baisser la température, et donc le thermostat va reproduire ce comportement au fil des jours. Donc apprendre de ses usages. Voilà. Et voilà. Bon, en tout cas, c'est plutôt utile au quotidien d'avoir ce type d'objet, même si ça ne fonctionne pas forcément avec toutes les chaudières, avec tous les appartements ou les maisons. Côté objet connecté, il n'y a pas que ça sur le Google Play. Il y a une montre. Ouais, tout à fait. Enfin, pas forcément sur le Google Play d'ailleurs. Celle de Motorola. J'ai la chance d'avoir au poignet. Bon, je triche un peu, c'est pas la mienne, même si je l'ai reçue aussi. Celle-là, c'est celle d'Edouard. Bon, il est sympa, il te l'a prêté. Il est sympa, il est gentil. Et du coup, on va parler d'autonomie avec la moto 360. Elle s'est fait littéralement massacrer par la presse américaine, qui l'a testée un peu avant nous, il y a quelques semaines. Au niveau de son autonomie, il disait c'était 5-6 heures, 7 heures, enfin c'était nul, complètement nul. Alors est-ce que c'est toujours le cas? Écoute, moi je m'en remets à ce qu'a dit Edouard, c'est lui qui a utilisé sa montre, bizarrement, et des problèmes d'autonomie, il n'y en avait pas vraiment. Elle tient quand même assez bien la charge, de façon tout à fait comparable à la Samsung Galaxy Gear Live. En revanche, c'est vrai qu'il y a eu quand même une mise à jour qui a corrigé notamment la façon dont la synchronisation Bluetooth se faisait avec le téléphone, et qui a légèrement amélioré l'autonomie de la montre. Après, voilà, nous, c'est pas quelque chose qu'on a constaté comme un problème, cette autonomie, mais il faut savoir qu'il peut y avoir plusieurs lots différents, avec peut-être même plusieurs capacités de batterie différentes. Donc en gros, si on l'utilise le matin à partir de 8 h,
Il nous reste de la batterie le soir? Tout à fait. Après, évidemment, si on joue à Angry Birds sur sa montre, c'est pas la même histoire. Et pourtant, il y a beaucoup de jeux d'ailleurs, hein, donc il ne faut peut-être pas se laisser tenter désormais. C'est ce que disait quand même Edouard sur le test de Moto 360, c'est que sur des grosses journées du 6h minuit, l'autonomie de sa montre parvenait à tenir la journée entière, quoi. Donc, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, même s'il il avoue qu'il n'a pas une utilisation aussi intensive que quelqu'un qui est ultra connecté en permanence, qui reçoit 100 000 notifications, quoi. Bon, en tout cas, il en reçoit quand même pas mal. Hein. Oui, il en reçoit quand même pas mal, bien sûr. Mais par contre, il n'est pas forcément sur des applications hyper gourmandes toute la journée. Il travaille. Bon, c'est une bonne chose. Voilà en tout cas pour cette actualité de la semaine, très orientée vers le Play Store et vers ses produits.